messieurs et dames, bienvenue de nouveau à notre magazine Vision 26, le vôtre également, qui couvre les activités des différents secteurs de notre pays et qui projette son regard vers l'étendue de la République démocratique du Congo, en vue de répertorier toute personne qui excelle dans son domaine respectif. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat, un sujet très délicat, surtout chez les jeunes en Afrique, pourquoi pas en RDC. Et cela nous a tiqué vers notre invité de choix, monsieur Tikendamba. C'est un jeune entrepreneur congolais qui évolue pratiquement dans son structure qui est TIC Coopération, spécialisée dans de prise en charge médicale en Inde. Avec lui, nous allons aborder des sujets à l'entrepreneuriat face à la jeunesse congolaise. Pourquoi pas la jeunesse africaine? Il y a tant de sujets, d'ailleurs les études nous démontrent que le chômage prend de plus en plus de l'ampleur chez les jeunes. C'est d'ailleurs l'une des questions qui nous a vraiment poussé vers lui pour parler de ces sujets. Mais avant de lui donner la parole, je vous laisse en compagnie de ces images et retrouvons-nous juste après. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, always growing. Make a better world, make a better world, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceived and will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Monsieur Ndomba, bonjour et bienvenue de nouveau dans notre émission. D'ailleurs, c'est la deuxième fois. Voilà comment déjà évolue la structure. Oui, très bien, on continue. Voilà, il y a de ceux qui ne vous connaissent pas. C'est pour la première fois de voir M. Tikendamba, comme je vous ai présenté tout de suite. Qui est exactement Tikendamba? Tikendamba, c'est un Congolais, un entrepreneur congolais. Je suis marié, père de 2 enfants et motivateur aussi. Je suis dans le tourisme médical depuis cela 9 ans et nous facilitons les gens qui veulent partir en Inde pour les soins médicaux, pour les soins spécialisés. Et nous travaillons avec la plus grande chaîne hospitalière indienne qui est Apollo Hospital. Pourquoi vous avez choisi ces domaines-là de prise en charge touristique, médicale? C'est d'ailleurs ça la question de base. Quand je postais, les gens me demandaient mais pourquoi il a choisi? J'étais en Inde comme étudiant et comme on cherchait toujours des petits jobs, j'étais engagé dans une structure pour interpréter les patients. Et les patients venaient spécialement du Congo, Kinshasa. En évoluant avec cette entreprise, j'ai compris qu'il y avait plusieurs problèmes, il y avait plusieurs difficultés que cette entreprise indienne
commencé à mettre des idées dans ma tête, comment on peut correctement venir en aide à nos frères et sœurs qui viennent avoir le sommeil. Et c'est ça l'idée qui est venue, et on a structuré. Quand j'ai quitté cette entreprise, j'ai directement fait Ticket Coopération. Parlons de Ticket Coopération, pardon, dont vous êtes le CEO et président. Ça existe officiellement depuis 9 ans ou voilà. Les activités ont commencé depuis l'Inde, depuis 9 ans, depuis 2012 précisément. Et après, on a commencé ici officiellement au Congo depuis 2018. Parce qu'on a commencé là-bas, en Inde, on était en informel. Et quand on est venu à Kinshasa en 2018, on a commencé officiellement. Vous avez commencé officiellement. Quelles sont les démarches possibles que vous avez entamées pour la concrétisation de votre structure? Parce que ce n'est pas facile. Hein. L'autre fois, nous avons reçu une sœur, elle nous a parlé, il y a tant de problèmes quand surtout le jeune veut ouvrir quelque chose de très important. Par exemple, c'est lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de démarches qui posent problème de fois. Vous pouvez d'ailleurs commencer sans pourtant voir de documents. Pour le cas de Ticket Ndamba, comment vous avez coopération, pardon? On a juste demandé des autorisations comme toute autre entreprise. On a accordé les documents, on a cherché un local et puis on a commencé. On n'avait pas vraiment rencontré beaucoup de difficultés. Voilà, comme je l'ai dit tout de suite, notre entretien va se baser sur l'entrepreneuriat face à la jeunesse congolaise. Comment déjà Ticket Ndamba, CEO et président de Ticket Coopération, définit l'entrepreneuriat? Pour vous, c'est également une façon d'entreprendre quelque chose dont vous avez le revenu si facile, ou pour vous, vous avez la méthode la plus facile pour vous de définir l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est juste la capacité que quelqu'un a à piloter une idée qu'il a conçue dans son cerveau. C'est-à-dire que ça commence d'abord par une idée qui est peut-être éclaircie par une vision, et après le courage de l'exécuter et de le piloter en fait. L'entrepreneuriat, ce n'est pas l'argent, c'est d'abord une idée, c'est d'abord une vision, et c'est d'abord le courage de commencer le prévu. L'argent vient toujours après. C'est l'idée qui crée l'argent en fait. Quand tu commences à avoir l'argent, à ce moment-là, tu peux commencer à structurer et à payer sur des choses que tu vois, comment tu peux l'amener pour concrétiser et matérialiser tout ce que tu veux. Mais ça ne commence pas directement par un bâtiment, ça commence juste une idée, une petite chose que tu as, tu commences à avancer petit à petit, et quand tu commences à avoir l'argent, et tu commences, mais après tu vas commencer maintenant à concrétiser ce que tu vois, comment tu veux que ça soit, comment le bureau tu veux que, où est-ce que tu veux avoir le bureau, comment tu veux le décorer, ça vient après. Mais au début, c'est pas vraiment. De l'idée à la concrétisation. Qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que entre l'idée et la concrétisation, quel est l'élément de base d'abord que vous placez en avant pour être un entrepreneur ou se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que c'est ça d'ailleurs le vrai problème. Beaucoup de jeunes Congolais veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat est en vague en Afrique, partout tout le monde en parle. Mais c'est ça le vrai problème. Qu'est-ce que nous devrons primer? C'est l'idée ou c'est l'argent ou c'est le courage d'abord de faire quelque chose? Il doit y avoir le sens d'observation. Parce qu'en fait, le business, c'est quoi? C'est répondre aux besoins. C'est vraiment ça le business. Tu observes là où tu es, comme dans mon exemple, je travaillais quelque part et j'ai observé les difficultés que les gens avaient. Et par rapport à ces difficultés, j'ai apporté des réponses. C'est d'abord l'observation. Tu observes là où tu es, qu'est-ce qu'il y a comme problème. C'est vraiment une mauvaise conception que nous avons en Afrique, de fuir les problèmes. Or que les problèmes, c'est le début de la richesse. Parce qu'on te paye quand tu résous un problème. C'est observer. Les Chinois appellent problème opportunité. Quand il y a beaucoup de problèmes, ça veut dire qu'ils sont excités parce que dans leur tête, c'est programmé pour chercher des solutions. Donc, comme au Congo, il y a beaucoup de problèmes, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités pour entreprendre. Tu observes dans ton quartier, dans ton milieu, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Comment tu peux apporter quelque chose de plus? Comment tu peux améliorer ce qui se passe autour de toi? Et tu structures ça. Comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je peux faire ça, 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 ça. Et après, il faut le courage d'essayer ce que tu as comme idée.
Et ça finit toujours par payer en fait. Donc le problème, le fondamental, c'est d'abord l'idée qui vient après avoir observé ton milieu. Tu as une idée, tu le conçois très bien, c'est clair dans ton cerveau, et puis tu commences petit à petit. L'argent suit toujours un peu. L'entrepreneuriat, c'est pas d'abord l'argent. Il faut commencer dans cette petite échelle. Une fois que tu vois la réponse est grande, à ce moment tu peux dire ok, si j'opère avec 100 $, ça veut dire que pour atteindre 100 clients, il me faut 1000 $. Et tu vas à la banque ou chez une autre personne demander avec ce que tu as déjà. Mais d'ailleurs, le banque ne fait plus confiance. Beaucoup de jeunes congolais se plaignent. On ne sait pas demander du crédit. Vous voyez, on amène des grands projets avec de grosses sommes d'argent. Sans soubassement. Sans soubassement. Le projet n'a pas été expérimenté. Vous voyez, il faut d'abord expérimenter ton projet toi-même. Dans le cas de Tiki Ndamba, vous avez eu de soutien dans une banque de la place? On n'a pas cherché de soutien. On n'a pas cherché de soutien parce que moi, je ne suis pas dans la logique de chercher le soutien. Nous vendons les services. On ne vend pas les produits, nous vendons les services. C'est-à-dire nous avons compris comment on doit vendre nos services et on l'a structuré et puis on les vend. On les vend chez les privés, on les vend dans les entreprises, on les vend dans d'autres structures comme dans des ONG, dans des ASBEL. Quand ils ont besoin d'évacuer les gens qui viennent chez eux ou bien ils ont des financements pour évacuer leurs patients, nous on vend nos services. On n'a pas eu besoin de financement pour commencer. C'est juste le service que nous vendons. Voilà, comment vous procédez pour ramener vos clients en Inde? Quelles sont les procédures que Tiki Ndamba met à la disposition de ses clients pour qu'ils obtiennent bien sûr la prise en charge médicale en Inde? D'abord, nous avons besoin d'un rapport médical. Parce que souvent, quand le médecin transfère des patients ici au Congo, même le médecin eux-mêmes, ils n'ont pas des adresses en fait. Ils ne savent pas qui contacter, comment contacter. Quand il y a un cas qui nécessite un transfert, ils écrivent seulement transfert à l'étranger, dans des centres médicaux mieux équipés. Et ils ne savent pas où s'adresser, par qui, comment ça va se faire. À ce moment-là, si le patient nous contacte avec ses rapports médicaux, on envoie chez notre partenaire. Lui, il élabore un devis en fait. Il dit que pour ce cas ici, c'est ça le diagnostic. Et ça va coûter autant d'argent et ça va lui prendre autant de jours. Et avec ça, nous allons avoir un entretien avec le patient pour lui dire que voilà combien ça va vous coûter. Dans l'hôpital, autour de l'hôpital, nous avons XY hôtel qui va vous coûter autant. Combien est-ce que vous pouvez payer pour la chambre? Et avec ces éléments, on va élaborer un budget pour le patient. Et ici, je peux dépenser autant pour mon voyage. Et puis on l'aide pour le visa, on compose le dossier et on lui donne. Et les démarches prennent pratiquement combien de temps? Ça dépend si quelqu'un a l'argent, s'il est expéditif. Pour le visa, on peut l'obtenir, on peut l'aider à l'obtenir dans peut-être une semaine. Il a le visa, une fois il voyage. Nous avons une équipe sur place là-bas à l'aéroport de New Delhi pour accueillir nos patients. Nous avons des hôtesses, nous avons un contrat avec une agence d'accueil. Donc ils viennent chercher nos patients depuis le pied d'avion. On l'amène directement on les amène pour aider, on l'aide pour les démarches d'immigration jusqu'au taxi. Les taxis sera à l'hôtel pour l'attendre et les taxis vont l'amener directement soit à l'hôpital, soit à l'hôtel, ça dépend de son état physique. 2 ans déjà, combien de patients que vous avez déjà pu ramener en Inde à Bonnet-Difford, malades, et puis ils sont revenus à Bonnet-Difford? Chaque mois, nous avons au moins 4-5 patients qui partent, chaque mois. Tiki Ndamba, parlons de l'entrepreneuriat face à la jeunesse congolaise, face à l'entrepreneuriat, enjeux et défis à relever. Tiki Ndamba, comment voyez-vous la jeunesse congolaise face à l'entrepreneuriat? La jeunesse congolaise est un peu distraite. On est distrait, on n'est pas concentré à faire ce qui est essentiel. Voilà pourquoi nous voyons le taux de chômage est vraiment élevé, parce qu'on ne se concentre pas sur ce qui est essentiel. La jeunesse veut... Qu'est-ce que vous appelez essentiel? La politique? Parce qu'il y a... Parce que la politique ne résout pas nos problèmes. La politique, vous voyez, il y a des gens qui étaient dans votre cas il y a des années passées, maintenant ils ont changé de cas. Les camps, ils sont maintenant du côté... Pure distraction pour la jeunesse congolaise. Voilà, et les gens partent à la politique pour
s'enrichir en fait, pour l'enrichissement rapide. Or que l'enrichissement, si ça se trouve dans l'entrepreneuriat, c'est lui qui veut devenir riche, il doit aller travailler pour lui-même. Il doit concevoir des idées, il doit ramener l'innovation, il doit ramener des solutions dans les problèmes et résoudre ces problèmes. À ce moment-là, il peut être rémunéré à long terme en plus. Parce qu'on commence petit, avec les années, la flèche va toujours vers le haut. Maintenant, notre jeunesse, on ne les a pas dit que c'est pas la politique, on ne les a pas dit que c'est pas quoi que ce soit, c'est l'entrepreneuriat. Les riches, ce sont les gens qui entreprennent. Toutes les entreprises, les grandes entreprises du monde, ce sont les privés, ce n'est pas l'État. C'est vraiment ce que nous avons comme message, essayer de lancer cet appel à la jeunesse, au lieu de continuer à se distraire, de commencer à observer autour d'eux et à amener des solutions, à apporter des solutions sur ce que nous avons comme problème. Et c'est ça la source de la richesse. Parlons de la responsabilité. À qui revient cette responsabilité de réveiller la jeunesse congolaise face à ces charges à lui? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que cette jeunesse, de 1, il est abandonné d'eux-mêmes, de 2, il est discret. Or, c'est une jeunesse remplie d'espoir, très forte d'ailleurs, mais voilà. C'est ça le grand problème. À qui revient cette responsabilité? Aux parents, l'État, l'Église, eux-mêmes doivent se prendre en charge ou quoi? La responsabilité est partagée à tous les niveaux en fait. Au niveau de la famille, au niveau des églises, au niveau politique, même à l'école. Parce que c'est comme si on a une mauvaise philosophie, même dans nos familles. Quand quelqu'un grandit, l'idéal pour un papa, il doit aller nécessairement à l'école, terminer les études, décrocher un diplôme de licence et puis aller chercher du travail. C'est l'idéal dans toutes les familles. Et c'est la même chose aussi. Quand on part à l'école, on ne nous éduque pas pour entreprendre. On ne nous prépare pas à entreprendre. On nous prépare à aller chercher du travail. On ne nous prépare pas à créer du travail. Dans le milieu politique, c'est quoi? Ils savent. Beaucoup de gens sont entre eux, ils savent que si les jeunes sont éveillés, ils n'auront plus à les manipuler. Ils n'auront plus de pouvoir sur eux. Voilà pourquoi ils laissent la jeunesse dans la distraction pour les manipuler facilement. Et au niveau de la jeunesse, nous-mêmes, on est distraits, on se laisse faire en fait. On ne se prend pas en charge, on ne se dit pas que la vie m'appartient, c'est ma destinée, je dois me battre pour s'en sortir. On veut que les choses tombent. On veut que l'État fasse tout pour nous. On veut que ça soit gratuit. Oui, voilà pourquoi on est dans les Janelo en fait. Tu dois crier le nom de quelqu'un, tu dois les chanter avant qu'il te donne de l'argent. En oubliant que c'est que toi-même tu es capable de le produire plus que ce que lui peut te donner. Quelqu'un peut te donner aujourd'hui et demain peut-être il n'en aura pas. Mais si toi-même tu te mets à travailler, peut-être tu peux produire plus. Comment cette jeunesse doit se prendre en charge, M. Ndomba? C'est compliqué, comme je dis, la responsabilité est partagée à tous les niveaux. Mais il doit arriver ça doit être un sursaut personnel en disant que le pays a des problèmes, la famille a des problèmes, j'ai des problèmes, je dois chercher des solutions. On doit se mettre au centre en disant que si les choses doivent changer, ça doit passer par nous. Parce que si on veut la politique, je vous ai expliqué un peu, donc dans chaque secteur, chacun tire le train de son côté, afin de ne pas permettre à la jeunesse d'évoluer. Mais ça doit être un sursaut d'orgueil qui doit venir d'une personne lui-même en disant que, bon, j'ai rien, il y a la famille qui a des problèmes, le pays, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Bon, vaut mieux essayer quand même, vaut mieux essayer de faire quelque chose, même si j'ai beaucoup de chances que ça échoue. Mais je dois quand même essayer. C'est ça d'ailleurs le problème, beaucoup de jeunes se plaignent, ben, comment je vais me lancer dans quelque chose d'où je ne sais même pas, est-ce que je peux gagner, est-ce que je dois vraiment le faire pour oser, est-ce que je dois le faire seulement pour avoir un soubassement ou je dois le faire, c'est d'ailleurs le grand problème, comment promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes? Vous qui êtes déjà dans l'entrepreneuriat, comment faites-vous pour promouvoir l'entrepreneuriat? On réfléchit sur un programme dont on va peut-être commencer à faire des conférences, des émissions avec d'autres entrepreneurs. Parce que dans mon environnement, il y a beaucoup d'entrepreneurs. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs. Et essayer de parler un peu à la jeunesse, créer une structure dont les gens peuvent être inspirés, encouragés et motivés pour commencer. Ça, c'est ce que nous projetons de faire dans
le jour à venir, ça sera peut-être ça notre contribution. Leur dire que ce n'est pas de la magie, ce n'est pas des religions, et que si toi aussi tu te mets à travailler sur un truc qui se passe dans ta tête, ça peut produire et ça peut réussir. Mais M. Ndamba, peut-être que vous avez des opportunités, vous avez peut-être des parents qui vous ont aidé financièrement, mais il y a de ce jeunes-là qui ne savent pas par où commencer. Oui, il y a l'idée, il y a la concrétisation, mais ils n'ont pas de moyens. Vous pouvez avoir 1001 idées, mais sans financement, c'est zéro. Il n'y a pas d'excuse, madame, il n'y a pas d'excuse dans la vie. En fait, c'est un choix, en fait, ce que je dis. Dans la vie, si tu réussis, tu mourras. Si tu échoues, tu mourras. Notre dénominateur commun, c'est la mort. Et tu dois choisir. Soit tu acceptes de payer les prix. Quand tu vas mourir comme ça, peut-être tu as réussi, après tu meurs. Tu as un peu goûté au goût de la vie. Et si tu choisis aussi de ne pas te battre, tu mourras aussi. Tu mourras pauvre, tu mourras avec beaucoup de choses dans le cœur, tu mourras avec la misère, la haine, la sorcellerie, parce que la pauvreté crée la haine et après ça va se transformer en la sorcellerie. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'excuse. On sait que nous avons des problèmes, on sait que le pays a des problèmes, on sait qu'on n'a pas d'argent. Mais qu'est-ce qu'on fait? On croise les bras, on attend la mort? Ou bien on accepte de tout essayer? Peut-être ça peut réussir. Si ça réussit, ok, c'est bon. Si ça réussit pas, ok, c'est pas aussi la fin du monde. Parce que tu ne réussiras pas aussi d'un coup. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont commencé des entreprises dont ils ont échoué. C'est pas la fin du monde. Dans votre cas, c'était facile? Vous avez échoué combien de fois et vous vous êtes relevé combien de fois? Autant de fois on échoue. On échoue, on se relève, on continue, on échoue. En fait, voilà pourquoi je parle de la vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est un monde meilleur que tu vois devant toi qui est mieux qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, je veux apporter ça comme solution. Bon, comment ça sera en fait? Tu te procures le joie de ce qui peut se passer demain. Tu es excité du monde qui peut être devant toi. En fait, tu acceptes d'y aller, peu importe les obstacles. Pour toi, dans la tête, ce que je vois devant est mieux qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que même si ça échoue aujourd'hui, tu es toujours motivé par rapport à ce que tu vois demain. Tu continues à avancer. Mais souvent, quand tu n'as pas ça, quand tu n'as pas une projection de l'avenir, tu n'as pas eu quelque chose qui te permet de te réveiller les matins et de travailler. C'est-à-dire que si tu échoues aujourd'hui, tu vas abandonner. Parce que tu veux que ça réussisse au premier coup. Or que ça ne réussira jamais au premier coup. Tu dois échouer et tu dois toujours avoir cette motivation, cette rage d'aller vers ce que tu vois devant. Et quand ça va arriver, tu verras que ouais, tu n'as pas fait la magie. M. Ndamba, l'étude nous démontre que le chômage de jeunes prend de plus en plus. Le jeune reste encore confronté à de nombreux obstacles et parmi ces obstacles, on peut citer l'attitude de la société à l'égard de l'entrepreneuriat. Il y a également le manque de compétences, l'insuffisance de formation et l'esprit d'entreprise. Le manque de l'expérience professionnelle. M. Ndamba, enjeux et défis à relever. Par rapport à ces 4 points ou 3 points que j'ai cités, qu'est-ce que vous pouvez rapporter à cela? Je commence d'abord par le manque de la formation. Moi, j'expérimente ça souvent, parce que des fois, quand on lance des offres d'emploi pour que les gens viennent en recruter, tu verras que les gens ramènent des diplômes, mais ils n'ont pas de formation. Ils ne sont pas vraiment outillés. Et ça, je crois que c'est au niveau peut-être des institutions et peut-être au niveau... La légèreté, quoi. Au niveau personnel. Quelqu'un qui peut prétendre connaître des choses, mais quand vous le mettez en face des choses comme ça, vous sentez qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. C'est au niveau peut-être des institutions, mais aussi au niveau personnel. Parce qu'il faut que chacun de nous sache que je suis incompétent dans tel ou tel domaine et que je dois apprendre. La connaissance, c'est vraiment accessible à tout le monde. Ça ne coûte peut-être pas beaucoup d'argent, mais on ne veut pas s'équiper en fait nous-mêmes. On ne veut pas s'auto-former. Or qu'on peut s'auto-former, il y a l'Internet, il y a beaucoup d'informations sur Internet qu'on peut commencer à lire pour s'équiper. Donc c'est aussi ça. Et vous avez aussi parlé de... J'ai aussi parlé de la... Il y a également manque de la compétence, l'insuffisance des formations à l'esprit d'entreprise. Voilà. C'est comme si entreprendre, c'est de la magie en fait. Parce que quand souvent on voit les gens qui ont réussi dans la vie, on pense qu'ils ont peut-être touché au fétiche et ils sont peut-être extraordinaires. En fait, c'est pas ça. C'est seulement que même toi aussi, en observant les choses et que si tu veux apporter des solutions, tu peux aussi devenir entrepreneur.
Entrepreneur, c'est seulement quelqu'un qui ramène des solutions aux problèmes. Il a des solutions et il pilote ce qu'il a comme solution. Il commence petit à petit et il commence à résoudre ce qu'il a comme problème. Et on commence à les payer parce qu'il a maintenant de la valeur, parce qu'il a des solutions à apporter. Donc tout le monde peut apporter des solutions. Comme je disais précédemment, au Congo, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Ça veut dire que tu peux commencer juste à observer, ok, moi je choisis ça comme problème et je vais résoudre ça. Le grand problème aussi, beaucoup de jeunes échouent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ne savent pas se situer. Ils ne se situent pas aussi, oui, comme vous voulez, ils ne savent pas se situer, ils ne savent pas vraiment dénicher les problèmes. Ils ne savent pas peut-être bien observer. Parce que, comme je l'ai dit d'emblée comme ça, mais c'est vraiment des choses qui doivent être réfléchies, qui doivent être bien fignolées. Tu as un problème, ok, comment je vais résoudre ça? Qui a déjà essayé de résoudre ce problème? Tu dois commencer à aller chercher des informations chez les gens qui ont déjà fait peut-être la même chose que tu. C'est ça d'ailleurs le problème en Afrique. Quelqu'un veut se lancer dans quelque chose, mais sans pourtant chercher des gens qui sont déjà, voilà, mieux s'informer sur la chose. Aller chercher un mentor dans tel ou tel domaine. Il t'équipe en fonction de ce que tu veux. Il te donne des informations nécessaires pour commencer ce que tu veux commencer. Et même si tu as toutes les informations du monde, la responsabilité revient à toi seul. Il faut oser commencer les premiers pas, accepter l'échec, accepter les critiques, accepter que les gens te délaissent, parce que comme chacun a sa vision, tout le monde ne va pas partager ta vision, tout le monde ne va pas te comprendre. Petit à petit, avec les années, et tu verras comment tu vas commencer à décoller et tu verras qu'il y aura des solutions, il y aura des résultats. Voilà, M. Tiké Ndomba, notre suivant. Restant dans Tiké Coopération, on va prendre le témoignage d'une dame qui a été prise en charge par la structure. Qu'est-ce qui passait dans les cas de cette femme? Qu'est-ce qui s'est réellement passé en attendant les images sur qui Elle avait un problème de conception depuis longtemps, mariée, elle n'avait pas d'enfant. Son médecin nous a contactés. C'est pas le fétichisme en Afrique, au Congo? Non, c'est pas le fétichisme. Elle a été traitée, elle avait un problème sérieux de santé, elle a été traitée et puis elle a conçu ses enfants. J'étais en Inde, à l'hôpital Apollo, par M. Tiké Coopération de Kinshasa à Congo RDC. Et maintenant là, j'ai mis au monde des beaux bébés, des jumeaux. Voilà un. Et l'autre dort encore sur son berceau. Et je dis merci au docteur Chouchouma et toute l'équipe de la FIV Apollo. Ça, c'est juste un témoignage. Mais nous avons autant de femmes qui souffraient de la stérilité, mais elles sont venues pour le traitement, elles ont été soignées et puis elles ont mis au monde. Avec notre expérience, l'enfant que nous avons, la famille que nous avons aidée pour avoir l'enfant, la fille, aujourd'hui, elle a maintenant 6 ans. C'est une grande fille déjà, elle a 6 ans. Et après, il y en a beaucoup. Il y a même d'autres qui sont maintenant presque à terme, mais sans encore en être là-bas, et bon, on n'était pas couché dans 1 ou 2 mois. À part Apollo, qui sont vos partenaires? Nous travaillons avec Apollo, nous travaillons avec Intello Healthcare. Intello Healthcare, c'est pour les équipements médicaux, pour l'importation des équipements médicaux, les consommables médicaux, les équipements comme les machines, l'appareil, le lit et autres, et puis les médicaments. Vous vendez aussi ici à partir d'ici? Vous importez? Au début de l'année prochaine, on va ouvrir officiellement avec Intello Healthcare pour l'importation des équipements médicaux. On a déjà tous les papiers, tout est prêt, on va commencer l'année prochaine. Voilà, bon, il y a aussi une petite question qui m'est venue à l'idée. Pourquoi vous avez choisi l'Inde? À part les études que vous avez fait là-bas, il y a beaucoup de pays ou beaucoup de continents dont il y a des hôpitaux, très spécialisés. Pourquoi votre choix est porté sur l'Inde? Parce que l'accès est facile, parce que c'est rapide et c'est moins cher. L'Inde propose des soins médicaux de la même qualité que tous les autres pays développés, mais à un prix très bas. Voilà pourquoi on a préféré l'Inde. On travaille aussi avec d'autres
d'autres hôpitaux à l'extérieur. Ça dépend. Si quelqu'un veut aller en Europe, peut-être on peut l'aider. Si quelqu'un veut aller au Maroc, en Tunisie, on peut toujours aider. Mais on présente plus l'aide parce que c'est rapide en fait. On a les visas rapidement, l'accès est facile et c'est rapide à l'hôpital. Quelqu'un peut arriver aujourd'hui et il voit le spécialiste le même jour. Mais ailleurs, quelqu'un peut arriver aujourd'hui, le spécialiste le reçoit après 3 mois, après 2 mois. Donc en Inde, c'est rapide. Il vient aujourd'hui, on le reçoit, on fait les examens, demain, après 2 mois, on a les résultats, on a les diagnostics et on propose du traitement et il commence le traitement. Dans 2-3 semaines, il termine ses traitements et il peut rentrer. Donc c'est rapide, voilà, on prime toujours. Mais pourquoi pas, par exemple, quand vous avez de relations, de collaboration avec Apollo ou d'autres hôpitaux de l'Inde, pourquoi ne pas, par exemple, travailler avec nos hôpitaux d'ici, par exemple HJ et autres, chaque fois envoyer des gens là-bas? Nous travaillons déjà dans ce sens-là. On n'est pas seulement dans le tourisme médical, mais aussi dans la formation de nos médecins. Depuis 2016, Apollo forme au moins 100 médecins africains chaque année. Et gratuitement ou moyennant quelque chose? C'est totalement financé par Apollo et le gouvernement indien. C'est-à-dire, nous donnons des bourses. C'est quoi d'abord Apollo? Il faut dire à ceux qui auront la chance de... Apollo, c'est un groupe d'hôpitaux. Nous avons 65 hôpitaux, tous multispécialités. C'est éparpillé dans tous les États de l'Inde. C'est le plus grand groupe d'hôpitaux en Inde. Et c'est les pionniers en fait. C'est eux qui ont commencé les soins médicaux modernes en Inde. Et c'est parmi les entreprises qui a progressé à une allure rapide au monde. Forbes a parlé de ça. Donc ils ont grandi rapidement depuis 1987 jusqu'en 2021. Ils ont 67 multispécialités hospitalières. Donc c'est le plus grand groupe et nous travaillons avec eux, comme je disais, ce n'est pas seulement dans le tourisme médical, c'est aussi dans la formation de médecins. Nous organisons les formations de médecins, ça dépend de ça, d'être parti pour 1 mois, d'autres part pour 3 mois, et tout est financé par l'hôpital. Le billet d'avion, la restauration, leur logement et la formation. Donc si nous avons des bourses, nous proposons, nous invitons nos partenaires, nos médecins partenaires qui veulent partir, qui ont le profil, et on les donne de poursuivre partout. Et aussi, les médecins indiens viennent au Congo. On a stoppé l'année passée suite au corona, on va reprendre l'année prochaine. Ils viennent pour des consultations sur place ici. On va commencer à faire le on-site surgery, c'est-à-dire qu'on peut organiser des cas sur place au Congo et ils viennent opérer. Ça sera l'année prochaine, on va voir les activités qu'on va faire l'année prochaine. Et les CME, c'est Continuing Medical Education, c'est-à-dire le médecin d'ici et le médecin de là-bas, ils se réunissent pour échanger, partager de nouvelles informations et partager les défis, partager tout ce qu'il y aura comme nouveau pour permettre à nos médecins de se mettre à niveau. Donc ce n'est pas seulement le tourisme médical, c'est aussi la formation, c'est aussi les B2B, les rencontres et tout. Aujourd'hui, Messetic est poursuivant dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est de plus en plus, il a du succès en Afrique. Mais cela, il dit à quoi? Nous ne sommes pas en retard par rapport à d'autres pays évolués ou... L'Internet et une nouvelle génération de gens qui ont compris qu'il faut aller entreprendre, il faut aller créer ses propres entreprises, il faut aller chercher. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'Internet. C'est-à-dire que comment la mentalité d'autres personnes dans d'autres pays, ce n'était pas accessible à nous. Mais maintenant, avec l'Internet, les gens suivent. Donc, ils ont fait ça, c'est que nous pouvons aussi le faire aussi facilement. C'est une génération qui monte et je suis vraiment fier. Mais on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde parce que le Congo est grand, l'Afrique est grande, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de domaines pour entreprendre. Donc, on a besoin de l'apport de tout le monde pour créer cet équilibre. En quoi est-ce que l'entrepreneuriat de jeunes peut contribuer à l'évolution d'un pays ou à l'économie d'un État? Parce que le développement d'un pays dépend de la production de son peuple. C'est ça le développement en fait. Et la production ne vient pas de l'État vraiment. Ce sont les entreprises privées qui développent le pays. Ce n'est pas l'État en fait. Ce sont les entreprises privées qui développent. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils peuvent même aider. Il y a même dans d'autres pays dont l'État prête de l'argent sur le privé. Mais c'est comme si nous, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas que quand tu travailles pour toi, c'est comme si on te dit gagne autant que tu veux.
Mais quand tu travailles pour quelqu'un, il te donne un contrat, il te dit tu gagneras 100 $. Mais quand tu travailles pour toi-même, tu sais quoi, aujourd'hui j'ai fait 100 $, maintenant comment je peux en faire 1000 $? Ça dit que c'est ton cerveau, c'est ton courage, c'est ta créativité. Tu es toujours en train de vouloir gagner encore. Et quand tu as plus d'argent, tu peux aider des gens. Tu peux construire des écoles, construire des hôpitaux, aider le gouvernement, les orphelinats. Et c'est comme ça que les pays se développent. Mais quand il y a plus de gens dans la politique, il y a plus de gens dans la... C'est d'ailleurs ça le grand problème chez nous. Parce qu'on veut s'enrichir rapidement. On veut gagner de l'argent rapidement. Or que... Les gens voient qu'il y a la réalisation, mais ne voient pas le parc. Voilà. Ils veulent commencer à forger créer leur propre empire. Ils veulent que quelqu'un fasse déjà des choses qui lui viennent seulement. Voilà pourquoi on est plus de la politique. C'est plus de la politique, c'est parce qu'ils veulent s'enrichir rapidement. Ils veulent des choses qui brillent. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas payer des prix. Bon, tu peux gagner de l'argent aujourd'hui, tu détournes des millions aujourd'hui, mais quand avec l'état des droits, la présidence, tu t'attends. C'est comme on dit, ça arrive toujours. Mais pour d'autres personnes, l'état des droits, c'est juste pour parler, parce que quand si vraiment on doit rester dans la chose, bon, là on parle d'entrepreneuriat, on parle pas politique. Ça veut dire que mais quand pour c'est facile, on peut le détruire facilement aussi. Voilà. Mais quand tu t'es limité pour avoir quelque chose. Tu sais garder ça et puis pour un long moment en fait. Tu peux passer... Mais c'est donc l'entrepreneuriat une stratégie permettant aux jeunes de créer les emplois. Alors il faut avoir de qualités particulières pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut s'informer, il faut l'auto-éducation, il faut un bon environnement. C'est-à-dire l'information crée des connexions dans les cerveaux. Et ces connexions-là créent donnent la créativité en fait. Si tu es bien entouré, si tu lis beaucoup peut-être, si tu es bien entouré par des gens qui entreprennent, ça veut dire que la façon que tu es en train de collecter les informations, ça donne un peu de lumière dans ton cerveau. Ok, ça peut se faire aussi comme ça. Et ces connexions-là, ça donne la créativité en fait. Ok, moi je peux proposer ça. Et après, tu dois commencer. Donc, c'est vraiment ça, parce que c'est comme si nous, au Congo précisément, nous avons peur de l'information. On refuse l'information. On refuse de devenir intelligent, en fait. On veut rester ce qu'on est. Même si on n'a pas raison, même si ce qu'on fait, ça ne marche pas, on ne veut pas accumuler de nouvelles informations. Or, c'est seulement quand tu as des connaissances, seulement tu peux entreprendre. Tu peux créer, tu peux innover, parce que ton cerveau est ressourcé par de nouvelles informations. Donc la stratégie, c'est peut-être s'équiper de la compétence. Ce n'est pas seulement le diplôme, l'auto-formation. Tu peux t'équiper sur Internet, il y a beaucoup de sujets comme aujourd'hui, il y a la crypto-monnaie qui passe son ampleur, il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent avec les crypto-monnaies. Mais quand on en parle, les gens pensent, oh, les crypto-monnaies c'est quoi? C'est quoi le crypto-monnaie? Essaye d'expliquer à nos téléspectateurs. Ce sont les monnaies électroniques. Voilà. Parce que le monde va bientôt tourner dans les monnaies électroniques. Les billets de papier vont bientôt disparaître. Et les gens ne le savent pas. Les Nigériens ont déjà fabriqué la crypto-monnaie, les INAERA. Les Nigériens ont déjà officialisé. C'est pour faciliter les transactions parce que l'air diaspora envoie beaucoup d'argent par Western Union et autres. L'État a compris ça, ils ont créé un crypto-monnaie qui coûte moins cher et qui va faciliter les transactions de monnaie en ligne. Donc, le monde va bientôt trouver dans les crypto-monnaies, mais quand on en parle, les gens sont dans les distraits, quoi. Ils ne veulent pas. Sur Internet, qu'est-ce que c'est ressourcer, se former. On ne veut pas. Nous, on est dans la musique, on est dans la danse, on est autour des femmes, donc c'est un peu ça. Mais la musique aussi. Oui, la musique a adouci le cas, c'est bien. Voilà. Ça ne doit pas être une vie. Nous, on est plus dans la distraction en fait. On ne sait pas faire ce qui est idéal. On est plus plongé dans ce qui distrait au lieu de faire part des choses. Monsieur Ndomba, qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre? Vous personnellement? Bon, moi, comme je vous ai dit, mon histoire, c'était des problèmes que j'ai rencontrés, là où j'ai travaillé, donc je vous dis, résoudre. J'ai commencé comme ça, et après, en évoluant avec l'expérience, je comprends que c'est vraiment ça que je dois faire. C'est vraiment ça l'avenir, en fait. C'est vraiment ça l'avenir, et il faut entreprendre pour rester au contrôle de sa vie, en fait. Et permettre aussi aux autres d'évoluer.
permettre aussi, quand tu crées des entreprises, quand tu entreprends, tu engages les gens apprennent de toi et tu aides aussi beaucoup les gens à se développer. Ici au Congo, le jeune qui émerge de l'entrepreneuriat sont tickets de beaucoup de choses, la sorcellerie, ils sont dans PD et autres, il y a beaucoup de qualifications et tout. Dans votre cas, est-ce que vous êtes un peu ticket, toisé dans... Moi, je ne m'intéresse pas à ce que les gens disent. Ils diront toujours que tu fasses du bien, ils vont critiquer, que tu fasses du mal, ils vont critiquer. Donc, ce qui est important, c'est de rester sur ce que tu fais et que tu avances. Ce n'est pas les critiques ou bien les moqueries des gens qui peuvent te décourager, sinon tu n'es pas fort en fait, parce qu'il y aura toujours ça. Et aussi, c'est parce que dans notre culture, on n'a pas la culture de l'excellence. Nous ne voulons pas exceller en fait. Quand tu fais quelque chose, tu le fais seulement comme ça. Tu ne mets pas de l'intensité pour que ça soit bien fait. Et quand quelqu'un fait quelque chose de bien, et tu le taxes toujours de quelqu'un qui n'est pas normal, il est soit magicien, féticheur, parce qu'il excelle dans ce qu'il fait. C'est une culture dont on doit s'habituer avec, c'est pas seulement pour nous, c'est partout ailleurs. Donc il ne faut pas se laisser faire, il faut continuer, rester sur ce que vous faites et vous avancez, et ils seront toujours à vos parole. Monsieur Ndomba, on avance presque vers la fin de cet entretien. Quel est le message phare que vous, jeunes, vous pouvez lancer à tous les jeunes congolais en général et pourquoi pas tous les jeunes africains qui vont suivre cette émission via l'Internet? L'appel serait que nous venions à l'entrepreneuriat, que la jeunesse entreprenne. L'Afrique ou le Congo a beaucoup de problèmes et nous devons être là pour trouver des solutions. On ne doit pas être là pour chercher le travail, mais on doit être là pour créer le travail. C'est très important. Donc moi, l'appel serait que les gens changent un peu leur façon de voir. On ne s'enrichit pas en allant travailler chez quelqu'un, on s'enrichit quand on se met à travailler pour soi-même. On veut devenir, c'est ça le problème. L'idéal pour les gens, ils veulent avoir de l'argent, ils veulent être bien, ils veulent être financièrement stable. Mais peut-être le chemin qu'ils prennent n'est pas le bon. Ça veut dire que le chemin sera, ok, il y a des problèmes, je les résous, comme ça les gens me payent parce que j'ai résolu le problème. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est vraiment ça le message que j'ai pour la jeunesse congolaise. Vos adresses et pour ceux qui veulent vous contacter Ticket Coopération. Notre bureau ici, c'est sur l'avenue Luisa, numéro 294. Commune de Lingouin, on est juste en face de l'Académie des Beaux-Arts. Et on est aussi sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur LinkedIn. C'est vraiment Ticket Coopération. Vous tapez, vous allez trouver nos informations. Ou bien nous contacter sur notre numéro de téléphone 081 13 32 449. 081 13 32 449. Ou bien peut-être nous écrire ticket@ticketcoopération.com. Ça, c'est notre adresse mail. Merci de répondre pour la deuxième fois à notre invitation. Magic Télévision, c'est votre maison. Et chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons fin à cet entretien. Nous avons reçu M. Ticket Ndamba. Il est le président SCO de Ticket Coopération, une structure bien spécialisée dans de prise en charge médicale en Inde. Et retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro. Au revoir.